commencé le triathlon? J'ai commencé le triathlon vers 37 ans, 38 ans, c'est là. Quel est le déclic qui vous a poussé à choisir ce sport? Alors, j'ai choisi ce sport, comme je le disais tout à l'heure, dans une volonté de pratiquer un sport et en même temps de ne pas me faire mal. Donc, c'était dans mes périodes de récupération. Donc, j'avais besoin après des courses un petit peu extrêmes et donc difficiles pour le corps, de pratiquer du sport parce que j'en ai besoin, mais en pratiquant des sports qui étaient portés, donc la natation et le vélo, et surtout ludique. Voilà, je fais 3 sports en même sport, donc c'est forcément plus ludique qu'un seul sport. Ce sport a-t-il une tradition familiale? Avant moi, non. Maintenant, oui, puisque mon fils Antoine donc, pratique le triathlon depuis 5 ans, je crois, à peu près, 4-5 ans. Il évolue plutôt bien d'ailleurs, il progresse grandement. Et puis j'ai ma fille aînée qui s'y est initiée comme ça pour voir et que ça ne plaît plus, même si on n'en fait pas tout seul. Et j'ai ma petite dernière qui va commencer l'année prochaine. Donc oui. Avez-vous déjà remporté de grandes compétitions? Malheureusement, non. J'ai fait quelques bonnes places sur des grosses, mais pas remporté. Celles que j'ai remportées étaient plutôt des compétitions de niveau régional. Souffrez-vous lors de vos préparations? Alors, qu'est-ce que c'est que la souffrance pour toi? Est-ce que ça vous fait du mal courir tout ça? Et courir d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental? Non, alors deux choses, c'est que la souffrance, d'abord c'est pas forcément facile à définir, la fatigue c'est une chose, la souffrance c'est une autre. Donc on ne la place pas tous au même endroit, donc c'est pas quelque chose qui est facile à identifier. Souffrance, si jamais il doit y avoir, et les quelques fois où j'ai eu l'impression de rentrer en souffrance, c'est uniquement sur une course. Voilà. En revanche, pas la souffrance, mais les traces physiques qu'on peut ressentir dans un entraînement qui est extrêmement intense, ça je dirais que c'est plutôt, moi je vois ça comme une récompense. En général, quand je rentre chez moi et que j'ai les jambes qui brûlent, je me dis waouh, là tu as fait une sacrée séance. Voilà. Donc je ne me dis pas que j'ai mal, je me dis plutôt que j'ai plutôt bien travaillé. Vous êtes-vous déjà blessé? Oui, trop souvent. Oui, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon plus on pratique, plus je dirais le risque est grand. Hein. C'est un petit peu comme la voiture. Hein. Si on fait 500 km par an, on a moins de chances d'avoir un accident que si on en fait 50 000. Voilà. Maintenant, j'ai jamais rien eu qui m'ait empêché de continuer à prendre mon plaisir. Ça m'a simplement obligé à adapter ma pratique en fonction des blessures. Quelles sont les qualités requises pour être performant en triathlon? C'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question, parce que je suis pas un performant en triathlon. Je dirais qu'il faut être complet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon dans un seul sport. Il vaut mieux être sur le haut du panier dans les 3 sports que excellent dans un et puis complètement à la ramasse sur les autres. Voilà. Après, il y a plein de particularités, on ne peut pas trop rentrer dans le triathlon, mais un de mes défauts à moi, c'est de ne pas être extrêmement performant en natation, et forcément quand on sort pas dans les premiers, c'est-à-dire qu'il faut rattraper ceux de devant. A l'inverse, si on a la capacité, si on vient de faire de premier et qu'on arrive à être je dirais dans les pelotons bien placés, ben forcément ça facilite l'effort, parce qu'il est plus facile de courir après quelqu'un qu'on voit qu'après quelqu'un qu'on voit pas. Voilà. Après, pour le triathlon, comme le sport en général, je pense que la qualité numéro 1, c'est le mental.
quelle discipline êtes-vous le plus fort? Incontestablement en course à pied. Voilà, c'est ma pratique de base hein, qui m'a amené à faire du triathlon en fait. Alors quand j'ai commencé le triathlon, en fait, comme j'avais des capacités en course à pied, je pouvais me permettre d'être très très mauvais dans les autres sports, voire pas entraîner du tout. J'arrivais à remonter assez facilement grâce à la course à pied. Quoi. Que ressentez-vous durant un triathlon Ironman? Beaucoup d'excitation. Alors ce que je vois autour de moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je vois beaucoup de gens qui stressent et c'est un double effet, c'est que moi je me dis d'abord je me dis les pauvres, ensuite je me dis tant mieux pour moi. C'est-à-dire que plus les gens autour de moi vont stresser, moins ils seront performants. Et moi j'ai cette capacité à évidemment pas stresser, à être capable de réagir sur des événements qui ne seraient pas comme je les ai attendus ou des niveaux de performance que j'aurais pas par rapport à ce que j'espérais. Mais en tout état de cause d'être positif et d'avoir cette envie d'attaquer. Quel est votre record sur Ironman? 10h47. Alors quand je suis allé à Melbourne, alors c'était 10h47 jusqu'à l'année dernière, sachant que je ne m'étais jamais entraîné pour faire un Ironman. C'était, comme je vous disais, c'était un sport un petit peu de récup, sans que ce soit galvaudant pour le triathlon. Et puis cette année, tentative de record du monde élan, je me suis quand même mis à m'entraîner sérieusement. Et donc j'ai battu en Australie, mais vraiment de beaucoup, mon record en natation. J'ai battu mon record à vélo, alors que j'avais un nouveau vélo que je n'avais que depuis 3 semaines. Et que l'hiver, c'est quand même pas la meilleure période pour aller faire des sorties longues quand il fait de la neige. On n'a pas tellement envie, du vent, de la pluie. On a moins envie d'aller faire des sorties de 120, 140, 180 km. Malgré tout, dans ces 2 disciplines, j'ai pu battre mon record. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais malheureusement blessé juste avant de partir. Donc j'ai eu le mental nécessaire pour aller au bout. Mais malheureusement pas pour battre mon record comme j'aurais souhaité le faire au final. Ce qui, au passage, est quand même un bon signe, c'est que en n'ayant pas pu courir, j'ai quand même égalé mon record. Parce que là, si j'avais pu courir, a priori, j'aurais performé. Peut-on vivre uniquement du triathlon? J'en sais rien, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ma vie. Moi, j'ai jamais pratiqué le sport en imaginant gagner ma vie avec le sport. Maintenant, il y en a qui gagnent leur vie puisqu'ils sont professionnels. Donc ça doit se faire. Après, sur le qualificatif important que tu évoquais, bien gagner sa vie, je suis malheureusement pas en mesure de te dire si on gagne bien sa vie dans le triathlon ou pas. Quel est votre meilleur souvenir en tant que sportif? J'en ai plein. J'ai beaucoup de mal, c'est une question que je me pose souvent, mais il y a quand même quelque chose qui est commun à tous mes meilleurs souvenirs, c'est quand je suis très très loin, tout seul, au milieu d'une immensité et où j'ai cette plénitude d'être là, de me dire que j'ai réussi à être là, et surtout l'assurance de me dire mais en plus je sais où je vais, quoi. Voilà, donc typiquement, un exemple qui me vient tout de suite en tête, lorsque j'étais sur une course en Mauritanie, avec une étape de nuit de 70 km, j'étais tout seul dans les dunes. Il n'y a rien qui ressemble plus à une dune qu'une autre dune. Le noir dans le désert, c'est pas particulièrement facile pour s'orienter. Et pourtant, j'étais sûr de mes capacités à m'orienter, pour prendre mes caps, etc. Et là, c'est vraiment de la jouissance parce qu'on a le sentiment d'utiliser tout son potentiel. Voilà. Et ça, c'est extrêmement jouissif. C'est la même chose quand on est en haut d'un sommet ou quelque chose, mais je dirais par nature, c'est quelque chose où je suis seul, où j'ai le temps de réfléchir et de profiter à ce moment-là. Quelle est votre plus grande déception en tant qu'athlète? J'en ai pas vraiment en fait. J'en ai pas vraiment parce que là où il y a des fois où j'étais, on va dire,
pas à la hauteur de ce que j'ai ambitionné, ça m'est arrivé plein de fois. En revanche, j'ai toujours imaginé pas parce que j'ai envie de me trouver des excuses, c'est tout sauf ma nature, mais parce que je trouve toujours le moyen d'arriver à trouver une fin positive à ce qui vient de m'arriver, pour m'en servir pour une autre course, ou par rapport à mon niveau. Ne serait-ce que la question qui m'était posée tout à l'heure par rapport à ma performance. Évidemment que sur mon record sur Ironman, évidemment que j'aurais préféré le battre. Entre mes capacités du moment, le terrain qui était idéal, etc. Évidemment, je peux me dire déçu, mais en même temps, je me dis, ouais, t'imagines, j'avais pas le droit de courir, la majorité des gens n'auraient pas pu prendre le départ, et moi j'ai pu le faire et égaler mon corps. Donc voilà, j'arrive pas trop à avoir de déception, parce que je pense que si on analyse bien les choses, il y a toujours matière à exploiter ça. Quoi. Est-il facile de concilier sport et vie professionnelle? Oui et non. Non, parce que faudrait pas croire que ça se fait tout seul. Voilà. Et oui, parce que comme dans tout, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas que la vie professionnelle, il y a la vie familiale, il y a la vie sportive, il y a la vie associative, il y a plein de vies. Et oui, à partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on a envie, on arrive à trouver cet équilibre. Voilà. Donc c'est une question d'équilibre. On ne peut pas avoir une vie, à mon sens, on ne peut pas avoir une vie dont les autres sont tributaires. Voilà. Donc il faut trouver le moyen de faire du sport, mais sans en faire trop par rapport à d'autres vies. Il faut trouver le moyen de travailler, mais sans que ça nous empêche de faire du sport. Il faut trouver le moyen de passer du temps avec sa famille et pas juste de les croiser parce que c'est hyper important pour l'équilibre, etc. Voilà. Donc il faut trouver cet équilibre, ce point d'équilibre entre toutes nos vies. Comment avez-vous imaginé ce défi? Alors, ce défi 41, il m'est venu à l'idée, non pas pour avoir un record du monde, comme je disais tout à l'heure, qui en lui-même ne m'intéresse absolument pas, à titre personnel, mais pour faire parler du Loir-et-Cher, de Vendôme, de notre territoire, etc. Et en fait, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire pour faire parler de nous. Voilà, faire parler de notre territoire. Et ce qui m'est venu comme idée, c'était de faire quelque chose qui était fédérateur, c'est-à-dire faire quelque chose tout seul. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde puisse participer à côté de moi, que les entreprises se montrent, que les collectivités en profitent, etc. Voilà, qu'on fasse quelque chose de collectif et que ce soit aussi accessible à tout le monde, donc que tout le monde puisse participer, même sur quelques kilomètres, et se dire c'est aussi mon record, parce que c'est mon territoire. Et j'y ai participé. Et l'idée première, c'était de dire, regardez un petit peu en France, coucou, on est de Loir-et-Cher, regardez ce qu'on va faire. Et si j'avais tenté un record du monde, aujourd'hui le record du monde officiel est à 10, 10 Ironman en 10 jours, consécutifs. Si j'avais tenté un Ironman à 11, 12 ou 15 Ironman en 15 jours, ça n'aurait malheureusement eu de portée qu'auprès des triathlètes. Et ma cible, c'est pas les triathlètes. Ma cible, c'est de faire voir un petit peu la chance qu'on a de vivre en Loir-et-Cher, l'attractivité qu'on peut y trouver. Et donc, il était hyper important qu'on puisse toucher tout le monde. Et toucher tout le monde, monsieur et madame tout le monde qui ne connaît pas le triathlon, peu de gens connaissent le triathlon d'ailleurs, et bien, il fallait oser tenter un record qui soit complètement délirant pour que tout le monde en parle. Voilà. Donc, quand le record du monde est établi, c'est qu'on tente plus de 4 fois de battre le record, parce que je vais tenter de le faire 41 fois. Forcément, ça va interroger, forcément, ça va faire parler. Et donc, derrière cette visibilité qu'on va offrir au défi 41, je souhaite offrir, et je suis persuadé qu'on va le réussir, à offrir une visibilité au Loir-et-Cher sur le reste de la France et peut-être même sur le reste du monde. Comment allez-vous gérer votre alimentation cet été? Très bien, excellente question, c'est stratégique. Je vous parlais tout à l'heure des succès qui se construisent dans le détail. Le détail, c'est pas de savoir si je peux courir plus vite, plus longtemps, c'est de savoir tout ce qui empêcherait la performance et empêcherait mon corps et ma tête d'être optimum en fonction du nombre de jours où j'en serai. L'alimentation, c'est un point vital. Voilà. Donc il y a plein de choses dans l'alimentation, je ne vais pas vous en parler pendant 1 heure, mais j'ai la chance d'être suivi par un diététicien
très performant, et même une équipe médicale qui travaille avec lui en collaboration. Donc l'idée c'est que j'ai pas à prendre de médicaments, c'est-à-dire que je veux pas en arriver à me dire il manque du magnésium, ou il manque de la vitamine je sais pas quoi, ou il manque je sais pas quoi, il faut me donner quelque chose. Je veux avoir une alimentation qui, autant que peut se faire, anticipe mes besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je sais que j'ai un niveau bas de fer, et que la course à pied en particulier, ça diminue grandement les stocks de fer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon diététicien me fait manger plus de poids, plus de boudin, et on va faire en sorte d'augmenter mes niveaux de fer, d'accord, et dans plein d'autres choses, d'augmenter mes niveaux là où on sait que je vais piocher beaucoup. Ce qui fait que j'aurai pas besoin de prendre une supplémentation ensuite, ou des médicaments quelconques. Voilà. Donc l'alimentation, ça c'est un point, c'est anticiper plutôt que guérir ou subvenir à un manque. Le deuxième point qui est très difficile à gérer, c'est que quand on fait un effort, et encore plus sur un effort intense ou un effort long, on ne peut pas manger au milieu d'un effort. Et pour autant, c'est qu'il va falloir que je fasse. Donc l'idée, c'est que j'arrive à manger sur les 13 heures à peu près que je prévois de faire chaque jour, par petite dose et très régulièrement, pour ne pas avoir de problèmes intestinaux qui me bloqueraient pendant l'effort. Comme on est très pris par le temps, vous avez tous pensé, on va poser la dernière question à Ludovic, parce que c'était celle qui nous avait intéressé mardi dernier aussi. Avez-vous songé à l'échec? Pour le défi 41, j'y pense tout le temps. Mais j'y pense tout le temps, pas comme un poids. Moi, c'est une motivation. C'est-à-dire que ma première motivation, enfin une de mes premières, c'est pas la seule, mais une de mes premières motivations, c'est d'aller au bout, comme je vous le disais tout à l'heure, pas pour un record du monde dont je passerai sans aucun problème, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Il y a des gens qui ont cru au projet, etc. Donc je me dis, mais si tu ne fais pas attention à ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui risque de te mettre en échec? Donc je pense à l'échec, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que moi j'essaye de préparer le mieux possible tout ce qui pourrait m'arriver. Parce qu'à partir du moment où je l'ai préparé, je suis censé savoir réagir sur chacun des événements que je ne souhaiterais pas qu'ils m'arrivent. Voilà. Donc si j'ai des problèmes alimentaires, j'ai des plans B. Si j'ai des problèmes médicaux, j'ai des plans B. Si j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des plans B. Voilà. Je me prépare à, si j'ai des problèmes de matériel, j'ai des plans B. Voilà, donc oui, j'y pense, mais alors c'est tout sauf une source de contre-performance, c'est une source de motivation, et au contraire, ça décuple mon envie d'aller au bout.